Chers amis de Paix et Guerre, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes le 3 décembre 2025 et je suis avec vous pour une 100e mondoscopie. Je suis très heureuse d'être arrivée jusqu'ici. Je vous remercie de votre soutien, de votre engagement, de vos abonnements, de votre participation au cercle pour certains d'entre eux. Je voudrais évidemment que nous soyons beaucoup plus nombreux encore, abonnés, membres du cercle, parce que ça m'est indispensable pour survivre, mais je survis pour l'instant, et je vais donc poursuivre en 2026 notre dialogue, notre conversation hebdomadaire, et puis aussi les autres émissions, bien sûr, les clés du monde, les grands directs, ça c'est pour les membres du cercle, et puis les entretiens géopolitiquement incorrects. Voilà, mon objectif c'est toujours le même, c'est vous permettre de participer en fait et de comprendre, si possible un peu avant les autres, ce qui arrive sur la scène du vaste monde, même si je ne peux pas traiter de tout, et évidemment c'est très frustrant sans doute pour certains d'entre vous aussi, je ne parle pas assez d'Afrique, je ne parle pas assez non plus d'Asie, peut-être qu'en 2026 le scope va un peu quitter l'Ukraine et l'Europe pour d'autres parties du monde, on verra. Pour l'instant, c'est quand même difficile de parler d'autre chose la plupart du temps. Je pense que, enfin, si j'ose, cette vanité, depuis 2 ans, quand même, sur de nombreux points, mes analyses et ce que j'ai pu partager d'analyses d'autres d'ailleurs, se sont révélées exactes. Donc voilà, je sais, il ne faut pas céder à la lassitude, il ne faut pas céder au découragement. Parfois, comme en Ukraine, en ce moment, on a l'impression que c'est long, hein, l'histoire bégaye, annonce, patine, qu'on n'avance pas. Mais sur Paix et Guerre, notre propos, ça n'est de toute façon pas le sensationnel, c'est le profond. C'est de voir les grandes tendances, les grands mouvements, les grands battements du monde, si vous voulez, et de manière lucide, si possible, et puis d'essayer d'en tirer quelques conclusions sur ce que l'on devrait faire, nous, Français. Voilà, en tout cas, moi, je supporte de moins en moins qu'on mente à mes compatriotes, qu'on les prenne pour des idiots, en nourrissant leurs angoisses, en nourrissant leurs a priori. Je trouve ça scandaleux, en fait. Donc, j'essaie avec vous de penser aussi contre moi-même, le plus souvent. Dernier petit point avant de rentrer dans le vif du sujet, l'entretien géopolitiquement incorrect que j'ai enregistré ce lundi avec Vladimir Fedorovski sortira donc samedi à 11h, et je pense que ça vous intéressera parce que là j'ai essayé de diriger un peu plus notre Vladimir et mon invité, et je pense qu'on met quand même les points sur les i sur un certain nombre de points, donc je vous engage vraiment à regarder cette émission, cet entretien, samedi à 11h. Bon, alors aujourd'hui, évidemment, on va parler d'Ukraine, encore une fois, pardonnez-moi, mais enfin quand même, c'est difficile de ne pas parler de ce qui s'est passé hier à Moscou. Je dois dire que je n'ai jamais autant souhaité être une petite souris planquée dans une plainte au Kremlin, dans la salle où se tenaient les entretiens entre Vladimir Poutine et Steve Witkoff, l'envoyé de Trump. C'était la 6e visite de Witkoff à Moscou, en 2025. C'était en revanche la première apparition de Jared Kushner, donc junior, le fils de son père, qui est notre ambassadeur des États-Unis en France, et qui était là en personne, qui s'est impliqué dans ces pourparlers. Bon. La délégation américaine arrivait directement de Miami, de Floride, où il y avait eu des conversations entre les Ukrainiens et aussi à Paris d'ailleurs, où le plan de paix américain était passé, comme je vous l'ai dit, de 28 à 19 points. Bon. En tout cas, il y a eu 5 heures d'entretien. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est évidemment qu'il y a ce que l'on rend public,
une conversation Witkoff-Poutine, les coups de fil Trump-Poutine, etc. Mais il y a un dialogue continu et je m'en réjouis. Je ne comprends pas que l'on ne comprenne pas tout l'intérêt dans la situation sécuritaire mondiale actuelle et l'équilibre des forces actuelles, que l'on ne comprenne pas l'intérêt de faire de la diplomatie et de se parler, même si on n'est pas d'accord sur grand-chose. Bon, donc, ils ont eu 5 heures d'entretien, évidemment, vous enlevez l'interprétariat, mais enfin tout de même c'est une très très longue séance. Et puis il faut savoir qu'il y a eu donc des préparations avec Dmitriev, avec Ushakov et Witkoff, etc. Il y a eu des points manifestement d'accord, il y a eu aussi des points assez lourds encore de désaccord. Ils ont décidé, d'après ce qui a été dit après l'entretien, qu'en fait, ils ne rendraient pas public tout ça, et je pense que c'est extrêmement intelligent et prudent, étant donné tous les fauteurs de guerre et les va-t-en-guerre qui sont vent debout, évidemment, contre cette rencontre et ce qu'elle annonce. Je pense que ils ont bien raison. Ça va se poursuivre naturellement. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des entretiens en Irlande avec Zelensky, donc les Américains et Zelensky. Et puis ensuite, Witkoff va rentrer. Je crois aussi qu'il y avait une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Et puis Witkoff va rentrer à Washington, expliquer à Trump, une fois encore, dans la mesure où c'est nouveau d'ailleurs, ce que lui a dit Poutine et quelles sont les conditions pour qu'on avance véritablement vers une fin de ce conflit. Bon, donc, ils ont discuté sans doute de beaucoup de choses dont on ne saura rien, mais ils ont discuté d'un potentiel cessez-le-feu, d'une reconnaissance de facto des frontières sur la ligne de front, si vous voulez, ce qui suppose des concessions évidemment ukrainiennes par rapport au Donbass, mais ça ne remplit pas encore en fait les demandes et à vrai dire les exigences russes territoriales. Les Russes continuent à demander bien sûr que les forces ukrainiennes se retirent complètement des 4 oblasts, et en tout cas certainement des deux principaux du Donbass, puisque ces 4 oblasts, comme vous le savez, sont formellement intégrés à la Fédération de Russie depuis l'automne 2022. Ensuite, ils ont évidemment parlé des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Bon, moi je pense que les garanties de sécurité pour l'Ukraine véritables, elles naîtront de cet accord, c'est-à-dire elles seront à la fois américaines et russes. Voilà, elles devraient être américaines et russes, beaucoup plus qu'européennes, même si on peut se coordonner avec les Européens. Enfin, on voit bien que les Européens n'ont pas de place dans ce qui est en train de se passer. C'est tout leur problème, d'ailleurs. Ensuite, ils ont parlé de la manière dont on pourrait mettre en œuvre tout ça, et bien sûr de la limitation des capacités militaires ukrainiennes, qui est aussi un grand point pour Moscou. C'est pour ça qu'ils ont fait la guerre, donc c'est évidemment pas pour se retrouver avec une armée ukrainienne de 600 000 ou 800 000 hommes. Bon, donc Poutine, d'après ce qu'on sait, aurait montré son accord avec un certain nombre d'éléments du plan de la proposition américaine, mais il a quand même aussi redit les points non négociables, en fait. Et donc voilà, la question du contrôle total sur les territoires, et aussi bien sûr sur l'expansion de l'OTAN, non seulement à l'Ukraine, la non-expansion de l'OTAN à l'Ukraine, mais aussi probablement il y a un certain nombre d'autres pays qui sont visés. Puisqu'en ce moment on parle même de revenir sur la neutralité de l'Autriche. Bon. Les États-Unis, de leur côté, ont fait probablement leurs meilleurs efforts pour essayer d'adoucir un peu les positions russes, en échange de la fin des hostilités. Mais il n'y a pas eu de conditions ou d'incitation promise ou fournie, si vous voulez, du côté américain. Donc, et c'est aussi
ne pas vouloir comprendre, persister à ne pas vouloir comprendre que la cessation des hostilités, c'est surtout pour l'Ukraine qu'elle est nécessaire aujourd'hui, hein, beaucoup plus que pour la Russie, évidemment. C'est toujours ce mauvais calcul initial sur les capacités russes, bon. Comme si Poutine voulait à tout prix arrêter les opérations. Bien sûr, ce serait souhaitable, mais ça n'est pas nécessaire, ça n'est pas urgent, alors que pour l'Ukraine, eux, ils sont à l'os et ils sont perdants dans cette affaire. Donc, bien sûr, les contraintes ne sont pas les mêmes de part et d'autre. Voilà, donc voilà où on en est. Les entretiens vont donc se poursuivre. Le conseiller Yuri Yushakov, le conseiller du président russe, a dit que c'était constructif, que ces pourparlers avaient été constructifs, qu'il y avait eu des échanges productifs sur des enjeux, sur des sujets très importants, de fond. Mais il a dit qu'il n'y avait pas eu de compromis encore trouvé et qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. L'autre conseiller, en fait, l'autre envoyé, Dmitriev, russe, a dit lui aussi que c'était très productif, qu'il n'y avait pas eu d'accord sur des concessions spécifiques, ni sur un calendrier pour un cessez-le-feu, et que tout ça, et que même l'idée d'un sommet, au sommet, si vous voulez, Poutine-Trump, tout ça allait prendre encore un peu de temps. On pouvait imaginer cela, si tout se passait bien, en avril ou en juin prochain. Donc vous voyez, on a encore 6 mois de discussion avec toutes les occasions possibles, bien sûr, pour faire dérailler le processus. Hein. Et Dieu sait s'il y en a qui veulent faire dérailler le processus. Bon, donc, par ailleurs, il faut rappeler une conférence de presse qu'a tenue Vladimir Poutine à Bishkek mardi dernier, au Kyrgyzstan, où il a quand même rappelé la manière dont les négociations devaient être menées. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des contacts politiques à très très haut niveau, ceux qui viennent de se tenir, mais après, il y a la méthode concrète. Et la méthode concrète, c'est bien sûr entre les ministres des Affaires étrangères, en l'espèce Lavrov et Rubio, et que du côté russe, évidemment, c'était Lavrov qui était responsable des contacts, des négociations sur les conditions possibles d'une fin de la guerre, et que lui-même, Poutine, bien sûr, s'appuyait sur les rapports de Lavrov, sur ce que lui rapportait Lavrov de tous ces pourparlers, sans que tout ça soit forcément rendu public. Ça, c'est important parce que ça remet Lavrov, dont on avait dit, moi j'ai jamais cru une demi-seconde, mais enfin, certains expliquaient qu'il avait été mis un peu sur la touche, qu'il prenait de la distance, qu'il n'était pas là à certaines réunions, etc., etc. Ça n'a pas l'air d'être manifestement le cas. Poutine lui redonne toute sa place. Parce que ce sont les canaux professionnels, entre guillemets, de la mise en musique d'un accord général. Et voilà, donc Lavrov est tout à fait dans le game, enfin dans le jeu encore. Et d'ailleurs, Lavrov, pendant ce temps, pendant qu'il y avait cet échange Poutine-Witkoff, il était en pourparlers avec son homologue chinois, Wang Yi. Donc c'est aussi une manière de rappeler qu'il ne faut pas que les États-Unis perdent de vue le grand schéma, mais je ne pense pas qu'ils le perdent de vue, qui est quand même un schéma risqué pour eux s'ils n'arrivent à rien, c'est-à-dire un renforcement de l'alliance russo-chinoise. Et voilà, c'est toujours, si vous voulez, Poutine montre et a à cœur toujours de montrer que certes, il y a la guerre en Ukraine, enfin ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale en Ukraine, mais que pour le reste, la Russie ne s'arrête pas de vivre. Et la diplomatie russe travaille dans tous les domaines et sur tous les axes. Donc ça, c'est très important. Et je pense d'ailleurs que non seulement Lavrov était donc avec son homologue chinois, mais le fait qu'il n'ait pas été présent, et du coup il n'y avait pas Rubio, qui lui discutait avec les Européens pendant ce temps,
c'est aussi une manière de dire qu'on n'en est pas à un point de la négociation où il est nécessaire d'impliquer les équipes respectives américaines et russes de négociateurs techniques, si vous voulez, de négociateurs professionnels, de diplomates professionnels. Witkoff n'en est pas un. Poutine est évidemment le chef de l'État. Donc, vous voyez, c'est une manière de bien séquencer les choses et de bien montrer qu'avant de faire travailler les diplomates sur le menu des accords, si vous voulez, eh bien, voilà, il y a cette séquence politique qui prouve qu'on est en train de, et on le souhaite, bien sûr, mais on n'est pas à un point où on puisse passer au stade technique. Bon. Donc, je pense que, en fait, il a réitéré à Witkoff, très probablement, les points qu'il a déjà amplement expliqués et rappelés, notamment en juin 2024, le 14 juin, si ma mémoire est bonne, les points qui sont importants pour la Russie, pour le règlement de ce conflit, ce qu'on appelle résoudre les racines profondes du conflit. Bon. Donc la balle est en fait maintenant dans le camp de Trump. Une fois que Witkoff sera revenu et lui aura expliqué tout ce qui a été dit, il va falloir qu'il donne à Rubio mandat, en fait, de mener avec sa délégation, face à Lavrov avec sa délégation, les négociations pratiques, si vous voulez. Voilà. Donc c'est si vous voulez, je pense que là, cette rencontre, ça a été la confirmation politique de l'état d'esprit qu'on avait vu se manifester à Anchorage, en Alaska, en août dernier, le 15 août dernier. Voilà, c'est Anchorage number 2, si vous voulez. Réalisme, prosaïsme, bénéfices économiques, financiers, stratégiques attendus. Ça, c'est vraiment l'arrière-fond de cet accord et de ce plan de paix. Et il faut le comprendre, c'est-à-dire que l'Ukraine, bien sûr, est le sujet sur lequel il faut arriver à quelque chose, mais derrière, il y a tout un ensemble de points, je ne le répéterai jamais assez, qui sont destinés à rétablir, en fait, une forme de coopération entre la Russie et les États-Unis, notamment au plan économique, mais aussi géopolitique, d'ailleurs dans l'Arctique. Enfin voilà, il y a une espèce de grand partage, non seulement des ressources, mais des zones et des domaines d'influence respectifs. Voilà. Et ça, évidemment, pour les Européens, c'est une extrêmement mauvaise surprise parce que la porte se referme derrière eux. Ils se retrouvent tout seuls, si vous voulez, après avoir été... le fer de lance, n'est-ce pas, de l'administration Biden dans l'hostilité à la Russie, et ben voilà, les choses ont changé, ils ne veulent pas comprendre qu'elles ont changé, ils ne veulent pas embrayer sur l'approche américaine, et ben ils se retrouvent maintenant tout seuls avec les limites de leurs forces propres et bien sûr du soutien américain, notamment au sein de l'Alliance. Mais ça, on en reparlera. Donc, la balle est dans le camp de Trump. Moi, ce que j'espère, c'est que, comme les Européens sont fous furieux, ils ne vont pas faire dérailler le processus. Et ce n'est pas impossible. Alors, il y a un certain nombre de signaux, si vous voulez, qui montrent qu'ils le cherchent toujours. D'abord, il y a eu un drone espion qui est parti de Lituanie, qui a été tapé, qui a été descendu vers la frontière biélorusse, vers la ville de Grodno. Mais il était prévu qu'il aille jusqu'à l'ouest de la Pologne, jusqu'à un centre de l'OTAN, qui est un centre d'entraînement, d'analyse, de formation. Donc, voilà, il devait aller là. Il a été tapé au niveau de la frontière, on va dire, biélorusse. Si jamais il était allé jusqu'en Pologne, on peut imaginer que tous les va-t-en-guerre occidentaux auraient déformé l'incident, comme ils l'ont fait déjà à plusieurs reprises, auraient éventuellement même manipulé les données de vol et des radars, et ils auraient pu essayer d'expliquer qu'en fait c'était la Russie qui, en plein pourparler, n'est-ce pas, avec les Américains, continuait de menacer l'OTAN, n'est-ce pas, avec un drone,
éventuellement même en disant qu'il était armé et qu'il aurait été lancé, je ne sais pas moi, non pas de Lituanie, mais de Biélorussie, par exemple. Voilà. Donc on imagine l'effet que ça aurait eu sur la négociation, puisque l'idée, quand même, européenne, ukrainienne, britannique, etc., est de faire capoter, c'est quand même ahurissant, mais c'est le cas, de faire capoter les efforts pour mettre fin à cette boucherie. Voilà, quand on pense à ce que ça veut dire, c'est fou, mais c'est comme ça. Donc faire dérailler les pourparlers, c'était l'idée. On sait que depuis plusieurs mois, il y a déjà eu un certain nombre de drones dont on a dit qu'ils étaient russes, certains l'étaient peut-être d'ailleurs, qui sont entrés en Pologne. On a essayé, au moment des manœuvres russo-biélorusses Zapad 2025, de dire donc que la Russie menaçait en fait les frontières de l'OTAN. En fait, c'était finalement les franchissements imputés étaient dus au déraillement de la route de ces drones, en fait, du fait des brouillages de l'OTAN. Bref, enfin, si vous voulez, il y a, comme en France, comme ailleurs, il y a un État profond, aussi en Pologne, évidemment. Et l'idée, c'était de pousser le président polonais, qui est à couteau tiré avec le Premier ministre Tusk, de le mettre dans une situation où il aurait dû répondre peut-être vis-à-vis de la Russie ou lancer l'OTAN contre la Russie ou trouver un prétexte pour le faire. Donc, il faut savoir aussi que depuis le président biélorusse Loukachenko et le chef de ses services, enfin du KGB local, Ivan Tertel, ont confirmé qu'eux, ils voulaient produire une désescalade avec la Pologne, ils voulaient apaiser, enfin faire un accord de désescalade, si vous voulez, avec les Polonais. Parce qu'ils voulaient, voilà, ils s'inscrivaient dans la démarche russe, en fait, c'est-à-dire de rechercher un grand accord, y compris avec les Américains. Et dans le cadre de ce grand accord qui mettrait fin au conflit ukrainien, ils voulaient aussi avoir des relations plus apaisées avec la Pologne. Donc vous imaginez ce que toutes ces petites actions peuvent avoir comme effet de brouillage et de mise en danger, en fait, de cette tendance lourde, mais délicate à mettre en œuvre, vers l'apaisement, en fait. Voilà. Donc, bon, et puis il y en a eu d'autres, hein, il y en a eu en 24 déjà des drones d'attaque soi-disant biélorusses. Bon, bref, voilà, il y a cette espèce de bruit de fond, de petit harcèlement. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que les Russes ou même les Biélorusses n'envoient pas aux frontières de l'Alliance des drones, hein, ça c'est sûr. Il y a une guéguerre qui se produit et il y a une forme de dissuasion qui s'exerce de part et d'autre. Mais bon, on peut dire qu'on est quand même beaucoup plus à la manœuvre que les Russes en cette affaire, si on est honnête. Et puis alors surtout, nous avons quand même le président, enfin le chef du comité militaire de l'OTAN, Dragone, qui a déclaré que l'Alliance envisageait éventuellement des frappes préventives, hein, préemptives, comme on dit, des frappes cyber, donc pour mettre en panne, si vous voulez, une partie des réseaux numériques russes, en réponse, bien sûr, à la guerre hybride que livre la Russie à l'Alliance Atlantique. Bon, on imagine là aussi ce que ça peut avoir comme impact sur d'éventuelles négociations. Je ne parle même pas du fait qu'on a essayé de faire croire qu'en fait le plan en 28 points était un plan complètement pro-russe, dicté par Moscou à Trump via Witkoff. Et ça, c'est encore les Britanniques qui sont là-dedans et qui ont fait des fuites sur des conversations préparatoires qui avaient eu lieu en effet entre Witkoff et les conseillers du Kremlin, mais qui n'ont rien que de très normal. D'ailleurs, Trump l'a dit lui-même, voilà, quand on veut négocier,
on prépare un peu les choses pour ne pas arriver juste avec un papier qu'on pose. C'est évident, et ils le font de la même manière avec les Ukrainiens sans arrêt. Donc, voilà, on se renseigne sur les desiderata des uns et des autres, les points durs, les points mous, les endroits où on peut faire un compromis, les endroits où on ne veut absolument pas en faire un. Enfin bref, c'est très très banal dans le travail diplomatique, c'est un peu la base, mais bon. En tout cas, moi ce que je pense, c'est que si Donald Trump veut vraiment arriver à quelque chose avec Vladimir Poutine, il y a un moment où il va devoir mettre au pas l'OTAN et les Européens. Je le dis depuis des mois, mais il faut qu'il explique que les États-Unis ne se laisseront pas faire, ne se laisseront pas entraîner dans une confrontation contre la Russie via l'OTAN si les Européens cherchent, par des opérations sous faux drapeau ou des provocations quelconques, à provoquer ou à permettre ou à autoriser une réaction. Voilà, dans ce cas-là, qu'ils y aillent tout seuls. Et je pense vraiment que c'est un point clé et que les Américains doivent comprendre que s'ils ne font pas ça, ça va continuer, ça va durer. Alors, bon, certains diront, mais c'est ce qu'ils veulent. Oui, c'est ce que certains courants américains veulent, incontestablement. Mais ça n'est pas l'intérêt ni des États-Unis, ni de l'Ukraine, ni même de l'Europe, encore une fois. Mais bon, elle n'a pas l'air de le comprendre. En tout cas, on est à l'heure de tous les dangers, finalement, encore, et pour quelques mois, à mon avis, parce que, il y a ceux qui vont vouloir faire dérailler la paix. Alors, que fait Poutine face à ça ? Bon, il a eu ses conversations avec Witkoff. Donc, Vladimir Poutine a donné une autre conférence de presse qui est sortie sur Internet, en fait, où il fait un certain nombre de déclarations qui montrent qu'il n'est plus dupe du tout, mais ça fait déjà un moment, à mon avis, de la volonté des Européens de poursuivre la guerre, des pressions qui s'exercent sur les Américains, et surtout, alors il répond à des questions, mais ça lui donne l'occasion de dire un certain nombre de choses, et notamment, évidemment, cette conférence de presse, elle a été présentée comme... on a dit, voilà, Poutine déclare la guerre à l'Europe, etc., etc. En fait, ce n'est pas du tout ça qu'il a dit. Il a dit, la Russie ne veut pas la guerre avec l'Europe, mais si l'Europe veut la faire, la Russie est prête. Voilà. Ça, il faut quand même, à un moment donné, il faut manifestement le dire et le redire, puisqu'on n'a pas l'air de comprendre. Donc, et ce qu'il a dit d'important, c'est que, en fait, cette guerre, ce ne serait pas une guerre qui se passerait de la même façon que celle qu'il mène à travers l'opération militaire spéciale contre l'Ukraine et contre l'OTAN qui aide l'Ukraine. Là, ça va être assez... parce qu'évidemment, dans le cas de l'Ukraine, ce sont deux peuples frères, donc c'est ce qui explique aussi la lenteur des opérations russes, c'est-à-dire c'est très chirurgical, entre guillemets. Ils essaient d'éviter les pertes civiles au maximum. Ça ne serait pas évidemment le cas si c'était contre l'Europe. Ensuite, ça lui a permis ça permet quand même à l'Occident et aux Européens notamment de comprendre aussi que la Russie est prête parce qu'elle a des réserves. Et c'est la manière dont on a réagi en 2022, les sanctions, enfin tout ce qu'on a fait contre la Russie depuis 2022 en réaction à son entrée en Ukraine, qui a permis à la Russie de se mettre en état d'avoir des réserves considérables, non seulement en hommes, mais aussi en armement, en chars, en tout, en munitions, enfin bref, si vous voulez, il y a une montée en puissance militaire de la Russie qui est le produit de cette guerre qu'on a voulu mener contre elle et contre laquelle elle s'est opposée en entrant en Ukraine. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça aussi il faut vraiment le comprendre. Donc Poutine redit que si les Européens qui ont l'air complètement suicidaires veulent absolument mettre des troupes, par exemple, en Ukraine d'une façon ou d'une autre, eh bien ces troupes-là seront considérées comme directement hostiles à la Russie et seront des cibles. Et il va même plus loin, il explique notamment
Donc il ne prendra pas de gants, hein, il ne prendra pas vis-à-vis des Européens les gants qu'il a pris, dit-il, vis-à-vis bien sûr des Ukrainiens. Bon, vous me direz, dire ça est évidemment inaudible hein, en France ou ailleurs, mais c'est quand même comme ça qu'il le voit. C'est-à-dire que pour lui, ce serait une guerre du style de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les villes, les infrastructures, ce serait indiscriminé comme destruction, ce serait beaucoup plus brutal, et il sait, comme devraient le savoir quand même les pays membres de l'OTAN, que l'OTAN n'est pas en capacité, n'a pas les capacités notamment de défense aérienne, capable d'arrêter ou de ralentir notamment les salves de missiles russes, balistiques et de croisière qui sont en grand nombre, de plus en plus en grand nombre, dans les forces russes. Voilà, il y a un inventaire quand même maintenant russe qui est assez considérable et assez effrayant. Donc, et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le sous-secrétaire à la défense Driscoll, américain, qui a dit que maintenant la Russie produisait plus de missiles qu'elle n'en utilisait et que donc elle avait des stocks qui étaient en croissance en fait. Bon. Donc, il faut comprendre ça. Manifestement, les Américains le comprennent beaucoup mieux que les Européens. Et il est clair que dans les déclarations de Poutine, il y a non seulement une réponse aux déclarations martiales permanentes des Européens et aussi d'ailleurs du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, mais il y a aussi une façon de dire, écoutez, bon, on a les moyens en fait, si vraiment vous y tenez, ça peut se faire. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on devrait l'écouter au lieu de toujours s'imaginer qu'il bluffe. C'est aussi bien sûr un moyen de pression contre Kiev, hein, de dire si vous imaginez que on va faire un cessez-le-feu puis que vous allez pouvoir le rompre une fois que vous aurez repris quelques forces et que les Européens vous auront aidé un peu plus à vous remettre en état, nous, pendant ce temps, on se met en situation de pouvoir reprendre hein, l'offensive s'il le fallait, si on nous pousse à cela. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, à l'heure actuelle, il y a déjà une cadence d'envoi de missiles balistiques russes sur l'Ukraine qui est beaucoup plus forte que ce que peut faire l'Ukraine en matière de défense antiaérienne, c'est-à-dire que ce soit avec des systèmes franco-italiens SNP ou des patriotes américains. Voilà, il n'y en a de toute façon pas assez pour pouvoir taper et faire tomber l'ensemble ou même simplement une partie importante des missiles lancés par la Russie. Donc si vous voulez, l'Ukraine est déjà tellement mal en point. Et puis alors c'est la presse, j'allais dire, européenne, enfin européano-ukrainienne, hein, Euromaidan Press, qui explique que la Russie a en fait, en matière de véhicules blindés, elle en a plus aujourd'hui qu'en 2022. Voilà, en dépit du fait qu'elle en aurait quand même perdu plus de 16 000. Voilà, depuis bientôt 4 ans de guerre, en 45 mois de guerre, si vous voulez. Mais elle en a ressorti près de 15 000 et elle en a construit 4 000 nouveaux. Bon. Donc là, vous voyez, on est très loin quand même de pouvoir sérieusement, sans prêter à rire, s'imaginer pouvoir infliger une défaite stratégique à la Russie. Voilà. Je ne parle même pas du scénario où les Américains nous lâchent. Là, il n'y a plus personne. S'il n'y a plus les capacités de renseignement, les capacités satellitaires américaines, soyons clairs, les forces européennes ne sont pas en état seules
même à travers l'OTAN, même avec une interopérabilité, n'est-ce pas, moyenne, on va dire, ça n'est pas possible, ce n'est pas sérieux de laisser penser ça et ce n'est même pas sérieux de prendre ce type de posture. C'est juste mettre de l'huile sur le feu au lieu d'essayer d'aller vers la paix. Donc, on n'est pas... Voilà, il est clair que les Européens doivent vraiment changer leur fusil d'épaule, mais ils ne le font pas. Et les Russes sont quand même très clairs, et ils sont très clairs aussi sur, comment dirais-je, l'attitude française et les postures de notre pays dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de signaux qui montrent qu'ils ont bien compris qu'on était vraiment à l'avant de cette espèce de croisade à la fois dérisoire et désespérée anti-russe pour l'Ukraine, pour soi-disant aider l'Ukraine à se défendre, etc. Il y a un communiqué des services extérieurs russes, enfin du SVR, service de renseignement, qui rappelle que la France continue à chercher les moyens de pouvoir s'engager directement en Ukraine au plan militaire. Et notamment, ils reviennent sur un décret qui est évidemment passé totalement inaperçu ici en France, mais un décret français du gouvernement, 2025-1030, qui date du 31 octobre dernier, donc voilà, il y a un mois à peu près, et qui permet en fait l'emploi de sociétés militaires privées, on appellerait ça en américain SMP, c'est-à-dire l'équivalent, si vous voulez, d'un Blackwater américain ou d'un Wagner russe, bon, mais à la française, n'est-ce pas? Et ce décret prévoit qu'on peut en fait avoir à faire, en fait, louer les services de contractors, hein, comme on les appellerait, c'est-à-dire de sociétés militaires privées, donc extérieures aux armées, officiellement, pour fournir une assistance à un pays tiers qui serait en situation de conflit armé dans lequel on estimerait qu'on doit lui fournir de l'assistance. Je vous rappelle qu'on a un accord d'assistance et de soutien à l'Ukraine, hein, qui date de, je ne sais plus, 2024, oui 2024 je crois, juin 2024. Donc, évidemment, bon, le pays tiers, bah, c'est l'Ukraine en l'espèce, et ça vient du fait que ce soit des Mirages, que ce soit même les batteries antiaériennes à la française, que ce soit un certain nombre de matériels français, évidemment, ce n'est pas les Ukrainiens qui peuvent les servir. Donc il faut des spécialistes français habitués à ces matériels, et il faut bien sûr par ailleurs éventuellement des troupes pour aider les troupes ukrainiennes. Donc le SVR, je reviens à ce communiqué, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce soit eux qui le disent, parce que nous, on le sait, mais ce soit eux qui le disent. Ce qu'ils disent, c'est que ces opérateurs de référence, comme on les appelle dans un doux euphémisme hein, en France, c'est en fait, ils seront vus et ils seront considérés par Moscou comme la manifestation d'un engagement direct de la France contre la Russie, dans des opérations militaires contre la Russie, et qui seront traités en conséquence, c'est-à-dire des cibles légitimes pour les forces russes. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un moment où il faut quand même arrêter ce genre de choses, quoi. Il faut qu'on... Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas si c'est à l'Assemblée nationale que ça doit se passer, si c'est à l'Élysée qu'on doit comprendre, si c'est à l'état-major qu'on doit réagir. Voilà, quand le journal du dimanche interroge nos jeunes soldats, ils ont déjà bien conscience qu'ils risquent d'être engagés dans quelque chose où ils ne seront pas du tout en capacité de faire face à des forces comme les forces russes, mais le problème, c'est que ça ne dépasse pas le niveau des soldats. Donc,
voilà, je dis cela parce que c'est extrêmement inquiétant. Bien sûr, ce décret que j'ai vu passer est inquiétant, mais c'est surtout la manière dont les Russes expliquent tout simplement qu'ils ne seront pas dupes et que ce n'est pas parce que ce sera des compagnies militaires privées françaises qu'ils ne considéreront pas que c'est la France qui est engagée, en fait, dans ces opérations. Simplement, voilà, elle utilise autre chose, elle utilise une forme de proxy aussi. Voilà. Donc, voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Et puis, bien sûr, sur le front, vous avez compris, Pokrovsk est tombé, la guerre des drones est perdue. Alors, bien sûr, il y a des attaques ukrainiennes dans un certain nombre de ports, y compris en mer Noire et ailleurs, aux frontières des eaux turques, ou même à l'intérieur, je crois, je ne sais plus, des attaques sur des navires de la flotte fantôme russe, c'est-à-dire transportant l'espèce, c'était, je crois, de l'huile de tournesol. Bon. Voilà, et là, donc là aussi, c'est pour faire dérailler ce qui se passe, c'est pour poursuivre la guerre, c'est pour poursuivre tout un tas de choses. Je pense que là aussi, il faut quand même que les Ukrainiens et ceux qui les aident à perpétrer ce genre d'opération comprennent que la Russie peut du jour au lendemain fermer la mer Noire, peut taper les ports, peut aller vers Odessa d'une manière beaucoup plus brutale, peut couper l'Ukraine d'un accès à la mer. Elle a décidé de ne pas le faire parce qu'il y avait un accord, une forme d'accord jusqu'à présent qui permettait le trafic commercial, si vous voulez, le trafic maritime commercial, y compris à Odessa. Mais elle peut aussi taper. C'est juste une question de décision politique et militaire. Elle peut taper les ports, les terminaux portuaires. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche vraiment cette troisième guerre mondiale? C'est totalement délirant. Les Américains ont l'air quand même de comprendre beaucoup plus ce qui retourne et les risques associés à ce type de posture folle. D'ailleurs, ils viennent de... Alors, les Turcs, bien sûr, ont expliqué Erdogan l'a dit lui-même, que si on frappait les vaisseaux commerciaux dans les zones économiques exclusives turques, c'était inacceptable et il y aurait éventuellement des mesures de représailles, premièrement. Et deuxièmement, d'une manière plus large, vous avez aussi le secrétaire américain au Trésor qui a dit, écoutez, voilà, les sanctions ne marchent pas, on en est au 20e paquet. Quand on a dû en faire 19, déjà, c'est quand même que ça ne marche pas fort. Donc il faut arrêter, ça ne sert à rien. Il faut... voilà, on sent bien qu'il y a cette évolution américaine qui est maintenant assez sensible. J'espère qu'elle ne sera pas remise en cause et j'espère qu'ils vont arriver, même si l'Europe n'en sera pas, et si c'est dommageable, mais on aurait dû le comprendre plus tôt, et la France aussi aurait dû le comprendre plus tôt. J'espère qu'on va arriver à une forme de compromis. Il faudra aussi que les Russes fassent des compromis, certainement, sur certains points, pour qu'on arrête ce conflit au cœur de l'Europe qui n'a vraiment ni queue ni tête et qui nous met tous en danger. Voilà, et qui permet aux pires courants, des pires va-t-en-guerre, des pires fauteurs de troubles, de s'exprimer parce qu'ils ont peur de devoir un jour rendre des comptes à leur peuple ou de voir s'arrêter les flux d'argent. En ce moment, c'est carrément le service d'action extérieure de l'Union européenne qui était sous la direction de l'excellente estonienne Kaja Kallas, n'est-ce pas? Qui est toujours d'ailleurs sous sa direction, qui est une des plus va-t-en-guerre qui soit contre la Russie. C'est ce service d'action extérieure qui est en train d'être mis sous scellé parce qu'on y a trouvé, alors ça date peut-être de son prédécesseur, mais enfin ça m'étonnerait qu'elle soit au courant de rien tout de même, on y a trouvé un certain nombre de malversations, de trafic d'influence, de schémas
eh bien, où des fonds alloués à l'Ukraine disparaissent pendant leur transit, n'est-ce pas? Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, on est en train d'ouvrir un abcès extrêmement purulent, mais je pense que c'est aussi le jusqu'au-boutisme des Européens qui fait qu'ils sont maintenant mis en danger, parce que les Américains ont levé le couvercle de l'affaire de corruption, secret de Polichinelle, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, pour faire pression sur Zelensky, pour faire pression aussi sur son entourage, pour arriver à quelque chose. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il proposait une amnistie générale, pour dire à l'entourage jusqu'au boutiste de Zelensky, écoutez, voilà, on peut peut-être faire une croix sur tout ce que vous avez fait et été pendant ces années de guerre, y compris avant 2022, mais dans ce cas-là, il va falloir retomber un peu sur terre et comprendre que l'accord va être forcément très douloureux pour l'Ukraine. Très douloureux, mais chaque jour qui passe, il sera plus douloureux. Voilà. Écoutez, je voulais vous parler de l'Inde, je voulais vous parler du Venezuela, j'en ferai peut-être ma clé du monde cette semaine. L'Inde, Poutine va en Inde et il se dit qu'il pourrait être en train de faire avec Modi des accords, notamment pour l'envoi de forces de travail, enfin d'ouvriers, de gens indiens en Russie, parce que la Russie, elle est dans le plein emploi, hein, je crois qu'il y a 2% de chômage, et donc elle a besoin de gens, et étant donné que les Américains se servent notamment de l'Azerbaïdjan, mais aussi de l'Arménie, pour, comment dirais-je, gêner l'influence russe en Asie centrale, ou en tout cas la contrecarrer, et se servir des pays d'Asie centrale contre la Russie sur son flanc sud. Il y a pas mal de gens, en fait, de travailleurs d'Asie centrale qui sont renvoyés chez eux. Eh bien, la Russie cherche à faire, en fait, venir une immigration de travail. Voilà. Donc ça, c'est un petit point ultime. J'aurai peut-être l'occasion de revenir plus longuement là-dessus. J'ai plus le temps. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine pour une 101e Mondoscopie. Et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. À très bientôt, chers amis. Au revoir.